Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est l'heure du podcast Parlons Vêtements de juillet 2022 pour débattre, comme chaque mois, de la mode et du vêtement. Au menu ce mois-ci, de la RSE et de la fast fashion, du Koh-Lanta et une chemise blanche. Pour parler de tout ça, je suis Christophe et je suis entouré aujourd'hui de Nawel. Salut Nawel. Salut. De Benoît. Salut Benoît. Bonjour à tous. David. Bonjour. Jérôme. Salut. Et Jordan, toujours à Bordeaux. Salut tout le monde. Générique. C'est vrai que les femmes sont vraiment la cible de la fast fashion. On a des combats à mener. Je kiffe le velours. Et depuis que je suis tout. Il est là, ça fait peut-être 10 ans, Slimane, et peut-être que c'est le moment que ça s'arrête. J'ai oublié la fast fashion. Un peu sapin de Noël, faut dire. Mais non, Christophe, c'est lundi. Mais la vraie question, c'est à partir de quand un pantalon est trop court? Des sneakers sans toile, je trouve que ça va, mais des chaussures noires, je trouve que c'est trop triste. On y va, c'est l'heure. De commencer le podcast. Alors, vous le savez peut-être, Bonne Gueule vient de fêter ses 15 ans. Nous avons décidé de nous replonger en 2007 et de voir comment la mode a évolué dans l'intervalle. Avec deux vidéos. Une première pour raconter comment la mode a évolué côté tendance, entre style rock, emo et flow kids notamment. Et une seconde pour traiter de l'émergence, voire de l'explosion de la fast fashion, puis de la RSE. RSE pour tout ce qui relève de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Ces deux vidéos sont sur le site évidemment et sur YouTube vous pouvez les regarder, vous y apprendrez beaucoup de choses. C'est cet aspect, ce dernier aspect de la RSE que j'ai envie de vous entendre et comment vous percevez aujourd'hui la cohabitation de ces deux mondes d'une fast fashion qui a explosé avec des enseignes qu'on connaît tous très bien, qui sont dans toutes les rues du monde, quasi, et cette RSE, cette conscience écologique et sociale qui commence à nous animer quand même. Est-ce que les deux peuvent cohabiter ensemble? On voit les marques, on va les citer, Zara, H&M et autres qui s'emparent de ce sujet, avec plus ou moins d'adresse ou de maladresse, et on voit donc la seconde main, le vintage qui s'impose également, des marques avec un prisme RSE assez fort. À votre avis, est-ce que les deux mondes peuvent se rejoindre à un moment donné? David, Nawel, toi tu as un prisme RSE très important dans ta façon de consommer le vêtement. Tu achètes beaucoup de vintage, notamment. À ton avis, ça peut cohabiter ou est-ce que ces deux mondes, à un moment donné, resteront séparés? Non, je pense que ça peut cohabiter totalement. Moi, ça fait 6 ans que j'ai commencé d'abord à drastiquement arrêter d'acheter de la fast fashion et ça fait 4 ans que vraiment je n'en achète plus. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 ans pour que tu sois amené à décider de ne plus acheter de fast fashion du tout? J'ai vu un documentaire qui s'appelle The True Cost et qui dénonce tous les mauvais effets de l'industrie de la mode, que ce soit sur la santé des travailleurs textiles, sur la planète, sur plein d'autres choses. Ça m'a réveillée, donc je me suis dit stop. Donc d'abord j'ai réduit ma consommation et ensuite je l'ai totalement arrêtée et je me suis tournée vers des alternatives qui sont l'achat de seconde main ou l'achat de neuf éco-responsable. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de ce que tu as acheté en fast fashion? Ou rien? Non, je trouve tout. Après, par contre, forcément, quand on achète des marques neuves, engagées, éthiques, ça a un budget, enfin, c'est un certain coût. Donc, faut aussi jouer avec ça. Mais, donc, tu as révisé ton budget à la hausse? Ou est-ce que finalement, tu achètes moins de pièces? J'achète moins parce que le souci aussi, c'est que dans tous les cas, il faut moins consommer, ou en tout cas consommer mieux et investir dans des pièces durables, mieux fabriquées, etc. Mais je suis pas frustrée et ça me manque pas du tout. Et d'ailleurs, je préfère ma garde-robe maintenant et mon style maintenant avec des pièces plus même, pas forcément intemporelles, mais en tout cas qui me durent et que je garde longtemps et que j'aime vraiment. Donc je pense que c'est une transition qui peut se faire sans frustration et de manière très naturelle et vertueuse. Toi, Benoît, en tant qu'observateur de la mode et patron de Bonne Gueule, évidemment, quel est ton avis sur ces deux mondes très opposés? Sur fast fashion et RSE? Pour moi, j'y vois quand même un petit paradoxe parce qu'effectivement, la RSE, comment dire, ça sous-entend une certaine... des quantités raisonnables, on va dire, des volumes raisonnables. Et la fast fashion, par essence, c'est toujours plus, encore et encore. Et pour moi, c'est pour ça que ça s'oppose en ce sens. Et pour autant, il faut bien commencer par quelque part. Dans le sens, pour moi, si la RSE se met de plus en plus dans la fast fashion, ça peut être que bénéfique. Je pense qu'effectivement, ça entraîne d'autres externalités négatives, on va dire, d'autres dommages. À quoi? Notamment sur du coton bio, sur toutes les terres qui vont être nécessaires pour les cultiver, pour les arroser, etc. Par exemple, je pense à ce genre de choses. Et toujours, ça va entretenir cette idée d'acheter, enfin de consommer toujours plus. Alors que bon, avec Bonne Gueule, le grand truc, c'est peut-être consommer un petit peu moins.
Est-ce que je peux te dire quelque chose? Bien J'ai sûr. cru que ta question c'était est-ce que la mode et le RSE peuvent cohabiter, alors que tu demandais est-ce que la fast fashion et le RSE peuvent cohabiter? Ce sont ces deux questions en fait. Et tu as répondu. Parce que la mode est une consommation plus responsable et durable, oui, mais par contre la fast fashion et une volonté d'être RSE, j'y crois pas du tout et j'y croirai jamais. Voilà. D'accord, tu peux dire pourquoi? Parce que c'est incompatible avec tes volumes en fait. Parce que je trouve que les enseignes de fast fashion, elles se cachent derrière des actions qui sont inutiles. Utiliser du polyester recyclé, utiliser 10% d'eau en moins, etc. C'est du greenwashing pour toi? Oui, parce qu'en fait, tant que les volumes de production ils sont énormes et tant qu'on a des sites comme Shein qui mettent entre 2000 et 10 000 nouveaux produits par jour sur le site, en fait, que ce soit en polyester recyclé ou en coton bio, ça changera strictement rien. Toi, Voilà. tu crois pas du tout à une offre fast fashion RSE? Non, j'y crois absolument pas. Et je pense que j'y croirai jamais. Voilà. Jordan, tu en penses quoi? Je suis d'accord avec Nawel, c'est incompatible parce que c'est dans le nom, quoi. C'est fast fashion. Et en fait, tout ce qui est rapide donc doit être consommé rapidement, renouvelé, la nouveauté, on sait ce que c'est la course effrénée à toujours plus. Et c'est complètement antinomique avec l'idée de... et avec l'impératif qui est aujourd'hui de consommer très peu, ou en tout cas donc recycler ce qu'on a. Moi je pense que justement il faut bien commencer par quelque part, comme tu disais Benoît, je suis d'accord. Du coup commençons par la friperie, commençons par la seconde main. Il y a suffisamment de vêtements qui ont été produits sur cette terre aujourd'hui pour s'amuser avec. Donc moi la fast fashion, je crois pas du tout non plus qu'elle va faire tout ce qu'elle peut faire dans le sens de la RSE, c'est purement du marketing. On va pas se voiler la face. Après, le truc, c'est qu'effectivement, comme ils ont une telle influence, on a quand même besoin d'eux parce que on a besoin d'eux pour que si eux, effectivement, demain se mettent à faire des choses qui vont vraiment dans ce bon sens, ce serait formidable. Mais c'est complètement incompatible avec le business model de ces marques. Elles ont été, c'est des machines à cash et elles vont pas demain renier ça. Enfin, il y a trop de pognon en jeu. Il faut simplement que des acteurs comme nous, des influenceurs aussi, puissent sensibiliser leurs abonnés. Ça, c'est le grand truc. Tous les influenceurs qui ont des millions d'abonnés, justement, si demain ils disent arrêtez d'acheter Shein puisque ils exploitent des gens, puisque c'est très néfaste pour la planète, eh bien là, ça pourrait changer les choses. Ça va pas venir des marques, ça va venir de nous, du consommateur et des gens qui influencent ces consommateurs. David, Jérôme, vous avez le même avis? Moi, je pense qu'il y a un facteur quand même qui est très important, c'est celui du prix. Pour moi, je vois deux vecteurs à ça. C'est que tant que le prix est très bas, la RSE, elle est forcément limitée. Quand ton t-shirt, il coûte 5 € ou 6 €, tu peux pas aller très très loin en termes d'éthique. Donc ça, c'est le premier versant du prix. Et deuxième versant, c'est pour les consommateurs aussi. C'est-à-dire que quand c'est pas cher, ça donne envie d'acheter à plein de gens. C'est facile, c'est livraison rapide, gratuite, en 2 jours, sans bouger de chez soi, sans avoir à fouiller Vinted, sans avoir à se déplacer pour aller dans une friperie et passer une après-midi pour chercher 3 t-shirts et un jean. Donc pour moi, c'est ça, c'est que tant que cette problématique de prix, elle est là, de prix très faible pour les marques et pour les clients qui vont acheter ça, notamment jeunes et pas que, c'est difficile de faire changer le paradigme. Ça peut changer un peu, c'est ce que je dis parfois, c'est que ça peut être moins pire, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que ce sera vraiment mieux ou bien? Donc je parle bien de RSE, avec des prix aussi bas et une tentation et un renouvellement aussi fort, est-ce qu'on peut atteindre vraiment une bonne RSE? Ça me paraît compliqué, même si ça peut être moins pire et même s'il peut y avoir, et il doit déjà y avoir des avancées en ce sens, moins pire. C'est ça, moi, que j'ai envie de dire. Jérôme, t'as été client de la fast fashion? Non, jamais, j'ai jamais vraiment. En fait, moi, c'est un peu culturel. Mes parents, ils m'ont jamais emmené dans les supermarchés quand j'étais petit. Et en fait, tout ce qui est grandes enseignes, etc., même après, moi, dans mes passions... Consommation de masse, ça n'a jamais été dans le foyer? Non, je me suis dirigé vers des petits labels. Assez rapidement, je me suis intéressé à tout ce qui était le dressing de mon propre père. Donc, c'est-à-dire, j'ai pas été acheter des trucs, j'ai piqué dans ses fringues à lui. J'ai découvert le vintage aussi. Et puis après, j'ai dû acheter quelques petits trucs, mais c'était des marques qu'on dira plutôt héritage, quoi, qui sont très très connues, mais depuis très très longtemps. Donc j'ai jamais trop versé là-dedans. Le côté
RSE chez la fast fashion, pour moi, c'est non. Enfin, c'est dans leur ADN, en fait, de pas l'être. Donc, je vois pas pourquoi. Enfin, ça va être du ripollinage, quoi. Et puis, par rapport à ce que disait Jordan, en fait, j'ai envie de réagir par rapport à ça, parce que, en fait, dans l'esprit, oui, on pourrait croire qu'on pourrait compter sur les influenceurs plus que sur les marques elles-mêmes, mais en réalité, les influenceurs sont aussi tributaires de la fast fashion. Et si on prend des exemples comme... Ils font du business aussi. Comme Shein, une marque comme celle-là, elle fonctionne grâce aux influenceurs, justement, qui amplifient, en fait, le phénomène. Donc, en fait, c'est un sujet qui est assez complexe. Et moi, je pense que ça passe beaucoup par le sortir, en fait, cette idée d'accumuler tout le temps des choses en permanence. Et c'est pas que pour les vêtements. Et je pense que l'éducation fait beaucoup là-dedans. Et je pense que ça devrait être un truc qui devrait être appris depuis tout petit, quoi, en fait. Moi, je ne sais pas si jamais la fast fashion va devoir s'emparer de la RSE, parce qu'en fait, on peut imaginer des contraintes légales qui obligent. On voit ce qui se passe dans le secteur d'automobile. En 2035, on n'aura plus le droit de vendre des voitures à moteur thermique. Ça, c'est la Commission européenne qui l'a décidé à Bruxelles. Peut-être que pour le vêtement, demain, on ne pourra plus se faire livrer en France un t-shirt à 5 €. Ou alors il y aura des taxes telles que ça ne sera plus intéressant et la barrière du prix, l'élément prix, ne sera plus impactant. Peut-être qu'on va imposer des contraintes aux fabricants tellement fortes qu'ils n'auront pas d'autre choix que de s'y mettre. Avec un impact sur le prix, évidemment, peut-être des aides, X ou Y. Donc peut-être, là on est sur du temps long. Donc le jamais, j'en sais rien, Nawel. Peut-être que dans 20 ans, on fera ce podcast, on en sera au 10 000e épisode, je serai un peu plus âgé, et finalement, la RSE se sera imposée parce que l'éducation des consommateurs aura été différente, parce que peut-être que les gens vont moins acheter ce genre de choses. Moi, c'est ce qui s'est passé il y a 4 ans quand je suis arrivé chez Bonne Gueule. Avant, j'étais client de la fast fashion. Pas dans des proportions de malade, mais j'ai acheté des choses là-bas, en fonction des pièces qui me plaisaient. Voilà, que je gardais néanmoins. Et depuis que je suis chez Bonne Gueule, je ne le conçois plus, parce que mon niveau d'information est éminemment plus élevé, parce que la sensibilisation au sujet est plus forte, et on se rend compte que désormais, la RSE, elle nous anime au quotidien. On en parle tout le temps, on parle du réchauffement climatique, c'est devenu un sujet permanent. Donc, à mon avis, les temps peuvent changer, mais c'est à l'image d'un paquebot ou de la fonte de la banquise, quoi. Ça va être long, ça va prendre beaucoup de temps, mais à mon avis, ça peut bouger. Mais tout passe par le consommateur également, je pense. Oui. On va enchaîner, puisqu'on parle de RSE, avec la Chine. On a fait un sujet récemment qui fait le point sur la dimension écologique et sociale en Chine. On avait fait auparavant un sujet sur le Made in France qui faisait le point aussi sur ces éléments-là. Puis il y en aura d'autres sur les principaux pays producteurs de vêtements. Et la première question que je me suis posée quand j'ai lu ce sujet, c'est quelle est votre réaction quand vous voyez Made in China sur un vêtement ? Pour moi, c'est devenu rédhibitoire. Et je pense que je suis peut-être tombé dans la caricature, parce que, à mon avis, il y a certainement des vêtements fabriqués en Chine qui sont faits avec des produits de qualité, qui ont permis de payer les ouvriers correctement. On sait que la masse salariale commence à coûter plus cher en Chine que par le passé. Donc pour moi, c'était effectivement rédhibitoire, peut-être de façon un peu exagérée, sans nuance, on va dire. Sauf que cette nuance-là, on l'a pas toujours. Hein. Quand on voit Made in China, on ne sait pas dans quelles conditions c'était fabriqué. Vous, quelle est votre réaction si vous voyez Made in China sur un pull ? Vous le reposez tout de suite ? Ou vous le regardez avec le détail, vous renseignez sur la marque? Moi, je regarde avec le détail quand même. Je regarde beaucoup avec le détail. Bon, c'est vrai que moi, en tant que Bonne Gueule, c'est une marque de vêtements aussi, donc en tant que créateur de vêtements, pour moi, on tient beaucoup à cette fabrication européenne, parce qu'en Europe, on a tous ces savoir-faire. Donc effectivement, quand je vois une chemise fabriquée en Chine, je me dis, elle aurait pu être fabriquée en Europe, pour un autre prix, certes, mais quand même. Et puis après, il y a une partie de moi qui est aussi très passionné de vêtements techniques, de sacs à dos techniques, etc. Et c'est vrai que les Chinois, tout comme les Vietnamiens d'ailleurs, ont des savoir-faire qui sont quand même quasiment uniques au monde. Ils ont des ateliers tout neufs, ils ont des acronymes. Je ne suis pas étonné qu'ils fabriquent une partie en Chine, parce que je pense que dans les détails qu'il veut, dans les finitions, dans la créativité, je suis pas sûr qu'en dehors de Chine ou du Vietnam, il y ait beaucoup d'ateliers qui puissent techniquement réaliser ce qu'il veut faire. Donc, Alors là, tu parles de la dimension technique, de la capacité à faire les choses, du savoir-faire, mais est-ce qu'au niveau environnemental ou sociétal, ils sont au rendez-vous, ces ateliers dont on parle? Ça dépend desquels, je pense, vraiment. Mais l'info, on l'a pas. C'est pour ça qu'effectivement, moi, comme toi, Christophe, quand je vois un vêtement Made in China, c'est assez rédhibitoire pour moi, même si effectivement, il y a quelques micro-exceptions. Hein. Je pense à Visum qui fabrique ses chaussures en Chine parce qu'ils ont besoin d'un savoir-faire très particulier qui n'est trouvable qu'en Chine. Mais comme toi, je pense qu'aujourd'hui,
il n'y a plus de raison de vouloir acheter en Chine. Et moi, hors vêtements techniques, ça fait un bon moment, enfin, remarque, même en vêtements techniques, ça fait un bon moment que je n'ai pas acheté quelque chose fabriqué en Chine. Donc si je comprends bien, on est soit sur le technique avec des savoir-faire particuliers, soit dans le très bas de gamme, et entre les deux, on n'a pas grand-chose, quoi. Mais pour moi, ça m'intéresse pas d'acheter du Made in China. Aujourd'hui, avec tout l'accès aux marques qu'on a, avec tout l'accès aux marques européennes, avec tous ces nouveaux modèles économiques, on peut s'en passer quasiment complètement. Nawel, tu fais quoi ? Moi, vu que j'achète plus de fast fashion, déjà je suis moins exposée aux vêtements made in China. Si jamais, je sais pas, au détour d'une session shopping, je vois une étiquette made in China, c'est assez rédhibitoire, notamment parce que je suis très touchée par tout ce qui se passe avec les Ouïghours et ça me trouble un peu, donc je préfère ne pas prendre de risques. Après, il y a quelques marques éco-responsables qui choisissent de fabriquer en Chine et qui sont transparentes par rapport à ça. Je pense par exemple à Maison Standard qui fabrique des chemisiers en soie et qui sont fabriqués en Chine. Et tout est écrit sur leur site et c'est assez transparent sur ça. Et là, pour le coup, ils font appel à un savoir-faire. Oui, voilà. Après, localisé, identifié. Voilà. C'est peut-être aussi parce que la soie elle vient de Chine. Exactement. Mais malgré tout, comme il y a aussi l'empreinte carbone à prendre en compte et que la Chine, c'est loin. Donc, de manière générale, j'évite et je préfère vraiment privilégier le fabriqué en Europe. Voilà, donc c'est rédhibitoire. Ouais, assez. David, Jordan, Jérôme, même propos ? Ou est-ce que vous nuancez un peu et certaines pièces peuvent vous donner envie de... Moi, je trouve que ça dépend la gamme. Pour moi, ça dépend beaucoup du prix. Ça dépend de ce que tu mets. Pour une marque qui peut être compétitive en milieu de gamme, il y a des marques qui font en Chine et ça peut se justifier parce qu'il y a une proposition stylistique, parce que c'est pas trop cher, parce que c'est des matières naturelles, parce que ça peut être GOTS, mais ça peut être fait en Chine. Je pense à Arket, qui a un propos de style qui je trouvais intéressant. C'est pas trop cher. Ça fait partie du groupe H&M, donc c'est critiquable. Mais et il y a NN07 aussi, nos nationalités, qui fait pas mal en Chine. Donc et après, si on prend un autre spectre, pour les personnes qui achètent plutôt en entrée de gamme, parfois j'ai envie de dire que la Chine c'est moins pire. C'est peut-être moins pire que le Bangladesh, que je sais pas, les Burkina Faso, que d'autres pays encore. Et comme on le dit dans l'article, c'est que la Chine c'est de moins en moins l'atelier du monde. Il y a des pays où c'est beaucoup moins cher, où ça est 3, 4, 5, 6 ou 7 fois moins cher les salaires. Donc non, c'est pas idéal d'acheter en Chine. Comme le dit Benoît, je suis d'accord avec lui, on peut se passer quasiment totalement d'acheter en Chine de nos jours, mais cette confection, elle continue d'exister, elle est plus aussi bas de gamme qu'elle l'était par le passé, et voilà. Jordan, tu as eu du Made in China dans ton placard ? Non, parce qu'en fait, j'ai jamais rencontré de vêtements qui me donnent envie d'acheter Made in China, si on veut. C'est-à-dire que quand on prend le vêtement, généralement, et qu'on le regarde, on comprend souvent que ça va pas être d'une qualité folle. Et en fait, j'ai jamais eu vraiment entre les mains du Made in China de qualité, donc la question se pose pas. Effectivement, si j'ai un doute, c'est que je vois Made in China, c'est rédhibitoire et je le repose. Et pour le coup, le problème, c'est que en fait, là, on a un propos général sur le Made in China, c'est plus que c'était, ça a augmenté, etc. Et à la fois c'est vrai, à la fois c'est faux, parce que on n'a pas d'éléments, c'est tellement opaque qu'on n'a pas d'éléments pour savoir vraiment d'où ça vient et est-ce que vraiment les travailleurs en sont bien traités. On n'arrive pas à différencier, nous, du bout de la chaîne où on est, de ce qui se passe en amont. On peut pas le faire. Donc du coup, dans le doute, je repose. En fait, sauf les marques comme Maison Standard qui communiquent dessus de façon transparente, et auquel cas on peut considérer qu'on leur fait confiance, et quand on ne sait pas, quand les marques communiquent pas, on peut considérer qu'il faut s'en méfier. C'est probablement ça, non ? Et encore, hein, Maison Standard, et encore, je sais pas trop, pour moi c'est un peu une fausse transparence. Hein, ils m'ont jamais vraiment mis en confiance par rapport à ça. D'accord, c'est noté pour Maison Standard. Jérôme, chez toi c'est Made in Mayenne de toute façon. Tout à fait. J'ai dû fabriquer en Inde, ceci dit. Donc en fait, c'est pour ça que moi, ça m'interpelle un peu, parce que je trouve qu'on tape facilement, souvent, sur la Chine. Mais c'est un peu oublié que c'est là quand même une culture millénaire d'une richesse assez folle. Il y a du savoir-faire en Chine, hein, ça c'est clair et net. Enfin, j'arrive pas à me résoudre à me dire, voilà, ce pays est juste réduit à juste des vêtements faits vite fait, de mauvaise qualité, avec dans des mauvaises conditions. Ça existe.
Mais je pense qu'il y a aussi une autre facette dont on parle très très peu. Alors après, il faudrait creuser. Mais si je reviens sur certains vêtements que j'ai qui sont fabriqués en Inde, c'est du très très beau savoir-faire. Et comment est-ce que j'ai fait pour, entre guillemets, accepter le fait qu'ils viennent pas d'Europe? Mais c'est parce que je fais confiance aux marques qui les ont créés, quoi, en fait. Parce qu'il y a un discours derrière. Tu fais référence à quelle marque? En l'occurrence, je fais référence à Corridor. Oui, dont on a parlé souvent, oui. Parce qu'il y a un discours derrière, en fait, qui fait qu'on a confiance, on sait pourquoi ça a été fait là, etc. Et je pense que ça doit aussi exister en Chine. Et puis après, les points de vue qu'on développe ici, c'est des points de vue d'Européens français, quoi. Je pense que quand on habite à côté de la Chine, les questions sont différentes, ou même quand on est chinois. Enfin, voilà. Et donc, je pense que c'est vrai, et en même temps, c'est probablement un peu caricatural. Et je pense que la Chine a montré par le passé qu'elle avait fait des choses assez exceptionnelles. Donc, j'ai du mal à croire que ça soit juste ça, quoi, en fait. Voilà. À mon avis, ils vont se saisir de ces mouvements. Ils l'ont fait sur beaucoup d'autres domaines, beaucoup d'autres secteurs. Et je refais référence au domaine automobile. On voit qu'ils sont en train de prendre un ascendant dans ce domaine-là. Et ils savent s'approprier des savoir-faire et ils savent apprendre. Mais peut-être qu'on manque un peu de nuance aujourd'hui. Mais moi, pour l'instant, c'est plutôt 100 Made in China. On enchaîne vers un pays pas très très loin de la Chine, puisqu'on va aller au Japon. La fois dernière, on vous a fait voyager en Angleterre, la fois précédente aux États-Unis, avec des marques qui nous font aimer ces pays-là. Rappelez-vous, dans le cas de l'Angleterre, Jérôme recommandait Margaret Howell, Nawel recommandait Shrimps, Benoît la marque Grenfell et David Scott Fraser Collection. Et là, donc les sujets sont en ligne évidemment sur le site bonnegueule.fr. Direction le Japon avec le même exercice. Et je vais commencer par toi, Nawel, parce que tu étais bien embêté quand je t'ai demandé de te prêter à l'exercice, parce que tu adores le Japon, mais il y a un mais, gros mais tu as surmonté ces difficultés. Raconte. Oui, j'adore le Japon. J'y suis allée 2 fois. Arrête de freiner avec ça. J'en avais même parlé à Benoît pendant mon entretien d'embauche et je suis sûre que ça a joué dans C'est pour ça que tu as été embauché d'ailleurs. Je pense. Non ? Presque. Mais c'est vrai que j'avais pas vraiment de marque en particulier, même si j'aime beaucoup la mode japonaise et les silhouettes, et j'étais vraiment fascinée par comment les gens s'habillent là-bas. J'avais pas de marque en particulier, mais vous m'aviez suggéré tous Embouche, et donc j'ai fait un article sur ça. Voilà. Raconte. Donc Embouche, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vendent? Qu'est-ce qui te plaît dans cette marque? J'aime pas tout, hein, c'est un peu trop street pour moi, mais j'aime beaucoup les accessoires. Il y a un sac notamment. Ouais, le sac est sympa, mais surtout les bijoux. Et à la base, c'est une marque qui avait commencé par des bijoux. Donc, je trouve ça assez sympa. C'est des objets du quotidien un peu détournés, version bijoux, des épingles à nourrice, des clous, etc. C'est assez rigolo. Et il y a aussi des vêtements. Il y a des trucs sympas. Voilà. Est-ce que j'achèterais dans cette marque? Sûrement pas. Parce que c'est pas non plus totalement mon style et que c'est de toute façon totalement hors budget. T'as trouvé ça cool, mais voilà. Ouais, c'est sympa. C'est rigolo. Mais j'étais pas non plus dévastée de bonheur à l'idée de parler de ça. Voilà. Benoît, toi pour le coup, le Japon, c'est vraiment un pays que tu aimes beaucoup. Oui. Bonne Gueule y est allé il y a quelques années, il y a 4 ans précisément. On a fait un long sujet. Une web série même sur YouTube. Voilà, une découverte du Japon qui est toujours en ligne. Je vous invite à aller regarder, c'est assez cool. Oui. Benoît est un peu plus jeune, mais c'est vrai. Pas juste 4 ans, quand même assez peu. Et donc toi pour le coup, tu as dû faire un arbitrage parce que des marques japonaises, il y en a beaucoup que tu aimes. Oui, quelle est celle que tu as essayé de mettre en avant? Moi j'ai mis en avant Mensweil, je sais pas trop comment on prononce, qui était une sorte de marque parce que les Japonais ont un rapport très particulier avec la nature, et ce qui a entraîné l'émergence de marques outdoor qui sont assez incroyables, hein, qu'on trouve vraiment qu'au Japon en termes de créativité. Et Mensweil, c'est une marque qui fait des trucs assez fous en termes de coupe, de pantalons, de vestes, etc. Il y a vraiment une patte unique qu'on trouve nulle part ailleurs. Tu parles du style, du coup? Du style, ouais. D'accord. Ouais. Et des matières, des couleurs, les matières, c'est beaucoup de matières techniques, mais c'est jamais premier degré, tu vois. C'est pas du vêtement technique pour faire de la randonnée. C'est vraiment... Je trouve qu'il y a un très beau mix entre des influences vraiment outdoor assumées et de l'autre côté, un côté urbain qui est, je trouve, très très bien fait. Notamment, tu vois, ils vont faire des chemises, des sacs, etc. Mais à chaque fois, il y aura toujours ce petit twist qui le ramène à ses racines outdoor, mais avec toujours ce côté portable. Enfin, c'est une marque que j'imagine très bien être portée dans les rues de Tokyo sans aucun problème. Et une marque que tu t'imagines porter? J'aimerais bien mettre un petit billet.
Ou plusieurs sur Minswell, ouais. Mettre la main sur une de ces pièces, mais la marque est quasiment pas distribuée en Europe. Donc c'est très très compliqué de mettre la main dessus. D'accord. Avant de poser la question à David et Jérôme, Jordan, tu n'as pas participé à l'écriture, mais je te laisse le temps de la réflexion de nous suggérer une marque japonaise qui te fait aimer ce pays. Sachant que toi, tu es allé au Japon pour Bonne Gueule il n'y a pas très longtemps, il y a un peu moins de 2 ans, tu as fait du shopping là-bas, tu as ramené des pièces, donc forcément, tu as des choses à nous dire. Mais David, c'est quoi la marque japonaise ? De mon côté, j'ai parlé de Beams Plus. Ça s'est imposé un peu comme une évidence. Donc Beams, c'est une très très grande entité japonaise. Il y a plein de sous-gammes en fait si vous allez sur le site de Beams. Beams Plus, c'est une des gammes les plus connues. C'est une gamme qui est plutôt bien distribuée en Europe et c'est une gamme créative et décontractée. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez eux, ce qui me fait délirer chaque saison, c'est les motifs. Il y a des motifs partout, sur tout. Alors pas sur tous les vêtements, mais sur tous les types de vêtements. Et ils travaillent beaucoup de motifs floraux, notamment ils travaillent du paisley. Ça fait des années qu'ils travaillent le paisley sur tout type de vêtements et des vêtements un peu plus psychédéliques, des motifs bandana. Il y a vraiment plein de choses. Des patchwork, ils font beaucoup de patchwork aussi. Donc le patchwork, c'est quand on met plusieurs tissus, quand on coupe plusieurs tissus différents sur un même vêtement. Et voilà, je trouve que la proposition créative est très forte, assez unique. Il y a vraiment, notamment dans l'article, il y a un Harrington marron, velours côtelé, imprimé paisley. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà, donc il y a une certaine accumulation. Voilà, il y a il se passe beaucoup de choses sur ce vêtement, sur celui-ci et sur d'autres. Et il y a notamment des pantalons avec des imprimés, le genre de choses qu'on voit pas beaucoup chez l'homme. Un petit peu plus, je dirais, depuis 1 an ou 2, mais ça reste quand même relativement marginal. Et voilà, j'apprécie la marque pour la proposition créative. C'est souvent de bon goût, je trouve. Et voilà, la marque, je trouve qu'elle a un côté un peu leader de tendance où elle va explorer des motifs qui vont marcher ou pas. Et certains vont prendre, le paisley c'est peut-être un bon exemple, et certains pas du tout, ou alors plus tard. Et voilà, j'aime beaucoup ce côté. Et tu as des pièces Beams Plus ? J'ai eu un t-shirt Beams qui était assez incroyable. C'était un t-shirt avec je sais plus exactement comment ça s'appelait, mais c'était un t-shirt avec, en gros, c'était des rayures mais tissées dans la matière. Je me souviens plus comment il s'appelait ce motif, mais je l'ai revendu parce que je le portais pas tant que ça. Le t-shirt était très très beau, mais je le portais pas énormément. Mais d'un point de vue technique, c'était impressionnant. C'était fait au Japon et en fait, le motif, il était raccordé absolument partout, incluant en dessous de l'aisselle. En fait, il y a des rayures et les aisselles, elles étaient raccordées et les côtés étaient raccordés. C'était assez incroyable. Mais je portais pas énormément ce vêtement-là. Il est porté par quelqu'un d'autre désormais. Tout à fait. Il a trouvé une seconde vie sur Vinted. Jérôme, raconte-nous ta marque. C'est une marque qui s'appelle 45R. J'en ai déjà parlé quelques fois en fait dans pas mal d'articles, notamment sur les bandanas, oui. Et le bandana qu'on t'a offert que tu ne portes pas, 45R ? Ouais, mais t'as fait un sujet pour dire pourquoi tu ne portais pas ce bandana, pourquoi t'as pas franchi le pas encore. Oui, mais ça, Disez-le, c'est quand même des très très belles pièces. Alors j'ai pas mal de choses en fait de chez eux. Alors je suis pas millionnaire, hein, je vous rassure tout de suite. J'ai fait pas mal de recherches d'occasion. Et non, c'est toujours des très très beaux vêtements. Alors le défaut majeur, c'est que ça coûte un bras, mais... Et pourquoi c'est beau ? Pourquoi ils sont si beaux ces vêtements ? Pourquoi ils te plaisent tant ? En fait, j'aime beaucoup les silhouettes en fait que crée la marque. Et puis après, il y a un vrai truc avec les matières, les couleurs. C'est pas que c'est précieux, parce que c'est pas spécialement précieux, c'est très inspiré du workwear américain, etc. Il y a beaucoup d'histoires du Japon là-dedans, mais c'est quand on les a dans les mains qu'on voit vraiment les petits détails, les petits trucs. C'est une marque qu'on peut trouver facilement en Europe ou en France ? À Paris, il y a 3 boutiques, c'est ça qui est assez incroyable. Donc c'est une marque qui existe depuis la fin des années 70. Et oui, paradoxalement, ils sont bien implantés. N'hésitez pas à aller voir les pièces. Les boutiques sont très très belles, mais pour moi, c'est reste une énigme parce qu'en France, c'est très très cher. Hein. Oui. Je crois que c'est facilement 400 € la chemise. Donc je comprends pas comment une marque aussi pointue, aussi haut de gamme peut avoir 3 boutiques à Paris. Moi, c'est l'énigme totale. Ceux qui en ont l'opportunité, qu'ils aillent voir les boutiques, c'est toujours intéressant de voir les pièces, de les toucher. C'est 3 boutiques en propre. 3 boutiques en propre. C'est même pas du multimarque ou 3 distributeurs. Non, c'est 3 boutiques vraiment 45 R. Il y en a une à Saint-Germain. Une autre ici dans la rue d'Alger, je crois. Dans le Marais aussi. Et t'en as une dans le Marais, ouais. Mais dans ce cas-là, ça veut probablement dire qu'ils ont une cible, c'est qu'ils ont une niche qui achète chez eux. Je pense que sinon, ils perdurent pas. C'est la question que je me pose, mais c'est l'énigme qu'on va résoudre un jour. Ouais, oui. Parce qu'ils sont, encore une fois, c'est très 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 haut de gamme. Hein, le mystère 45R. Être dans le quartier Saint-Germain, voilà, t'as une clientèle qui est relativement fortunée. Jordan, t'as eu le temps de la réflexion ? Quelle marque as-tu envie de raconter ? Mais
j'ai pas mis longtemps à trouver ma marque. Hein. Vas-y, balance. Alors bon, David m'a volé Beams Plus, mais d'ailleurs Beams Plus ils font aussi pas mal en Chine. Hein, je tiens à préciser. Oui. Et c'est là qu'on peut douter d'acheter ou non du Made in China. D'accord, mais au niveau pour le coup du bilan carbone, parce que ça fait partie de l'empreinte carbone, c'est pas déconnant. C'est un voisin. Oui, sauf si on l'achète d'où on est, mais effectivement non. Voilà. Moi c'est Old Joe Brand, le vieux Joe. C'est un vestiaire c'est des collections qui sont avec un petit peu de workwear, d'héritage et des vêtements qui sont dans des couleurs sobres, mais des matières exceptionnelles, des coupes assez amples et les formes sont très variées. C'est assez impressionnant même à quel point c'est travaillé dans la sobriété. Jamais le vêtement est spectaculaire par sa couleur ou son motif, enfin quoique son motif de temps en temps, mais il l'est surtout par la matière, par la coupe, etc. Et ça, c'était une marque que m'avait fait découvrir Clément de chez Brut. Il portait un manteau sur un shooting, un manteau long anthracite avec des fines rayures et avec un col châle splendide. Il avait voulu me le vendre d'ailleurs, j'avais dit non à l'époque, mais donc cette marque est sublime et à mon grand regret, bien qu'elle me mette des papillons dans le ventre, on la trouve pas en France. Donc voilà, souvent je vais sur le e-shop et puis je bave je fais du lèche-vitrine. Mais tu baves avec style, j'en suis sûr. Oui, évidemment. Donc toi c'est Old Joe Brand. C'est ça. Pour récapituler, Nawel c'est Embauche, Benoît c'est Meanswile, Beams pour David, Beams Plus Beams Plus, qui est plus accessible que Beams, c'est ça? Alors non, en fait il y a différentes gammes, c'est juste qu'il y a différentes gammes. Il y a une autre gamme qui s'appelle Beams F et c'est plutôt des vêtements formels, tailleurs, donc c'est très différent. Et je mentionne aussi une marque qui s'appelle Beams Golf, donc c'est des vêtements de golf, etc. D'accord. Jérôme 45R et donc Jordan Old Joe Brand. Yes. On enchaîne avec un sujet qui amène à porter peu de vêtements. Je vous parlais d'un jeu d'aventure qui a quelques années désormais, qui diffuse sur TF1, dont Nawel est fan. Alors fan absolu, elle ne rate aucun épisode de Koh-Lanta. Première question, qui est un peu hors sujet, qui de vous aurait envie de participer à ce jeu? Nawel? Non, j'aime bien regarder dans le confort de mon salon. De ton canapé. Ah ouais. Benoît? Je pense pas. 40 jours en laissant Bonne Gueule de côté, c'est un peu... Ah non, mais on oublie ça. Indépendamment de Bonne Gueule, tu t'imagines t'es pas chez Bonne Gueule, ou alors il y a quelqu'un pour pallier ton absence. Ouais, mais je suis pas très jeux de télé, tout ça, c'est pas trop mon truc et j'ai pas trop envie d'y participer. David? Non, parce qu'il n'y aurait pas assez à manger. Il faut savoir que David est un gros mangeur. Ah, c'est excusez-moi. Jérôme? Non, j'ai aucune chance de survie dans un jeu comme ça, moi. Et Jordan? Non, ça m'intéresse pas trop. Bon, moi non plus, parce que comme David, j'aurais aucune envie de ne pas manger pendant aussi longtemps. Et puis les jeux politiques auxquels ils se mènent, j'en ai regardé quelques épisodes, me déplaiseraient profondément en fait. Ces jeux politiques, ces manigances, c'est tout ce que je déteste. Mais on aime bien regarder quand même. Et il y a beaucoup d'insectes qui font très peur aussi. En plus. Oui. Et donc maintenant que vous avez répondu à ces questions, donc on est assez unanime sur sur la réponse pour des raisons diverses entre Benoît qui veut pas être filmé dans une télé-réalité et David qui a envie de manger. La question qu'on se pose, c'est quels vêtements emportons-nous pour ce genre d'aventure? Alors ça peut s'appliquer à quelque chose d'analogue si vous avez prévu des vacances cet été en mode un peu Survivor, à l'image du papier que Benoît a écrit il y a quelque temps sur le stage de survie qu'il a fait. Il avait fait une gear list et là il nous a préparé une petite liste aussi des vêtements qu'il emporterait sur Koh-Lanta dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de caméra en fait. Ce serait ça le truc. Donc qu'est-ce que tu emportes dans ton sac à dos tech pour Koh-Lanta, Benoît? Alors il faut savoir que les conditions sont plutôt tropicales, donc chaudes et humides, donc il faut vraiment des choses qui sèchent très très vite, surtout pas des matières qui accumulent de l'humidité comme le coton. Pas de mérinos aussi parce qu'on aura trop chaud, ça mettra trop de temps à sécher. Et il faut aussi quand même quelque chose de, qui tient, qui soit un minimum résistant pour les épreuves. Donc moi dans l'article, je crois que j'avais mis un pantalon Goruk en nylon stretch assez léger, qui est fait un peu pour faire tout et n'importe quoi avec, qui est assez costaud, qui résisterait bien à la chaleur.
Qu'est-ce que j'avais mis en veste un peu chaude? J'avais mis une veste de chez Tilac, une marque outdoor qui fabrique en République tchèque, que j'aime beaucoup, en power stretch, qui est une matière, une espèce de petite polaire très stretch, très fine, assez chaude et qui sèche super vite. En chaussures, j'avais mis une paire de Salomon, pour moi, je pense que si j'y allais. Et en base layer, enfin en t-shirt à même la peau, je sais pas encore, peut-être... Mais peut-être tiens, les t-shirts de la marque Aert que Christophe connaît, qui est une marque de sportwear assez cool, parce qu'ils sèchent vraiment très très vite. Donc voilà, et ça peut paraître peu, mais la gear list est pas très longue pour Koh-Lanta. En gros, il y a un pantalon, un maillot de bain, deux base layers, une veste chaude et c'est à peu près tout. Elle est courte mais bien choisie en fait. Voilà. Il faut pas se planter. Exactement. Sachant qu'ils portent assez peu de t-shirts, hein. C'est comme souvent torse nu, non? Ouais, et un maillot... Non, heureusement qu'ils ont leur t-shirt. C'est vrai? Heureusement qu'ils ont leur t-shirt, ouais. Et un maillot de bain... parfois. Hein. Oui, et un maillot de bain, je pense que je prendrais un Volback, qui est une marque qui fait des vêtements pour l'aventure assez haut de gamme. Alors là maintenant, je vous posais la question à vous tous. Quelle est la pièce que vous vous sentiriez obligé d'emmener dans votre sac à dos, dans votre valise pour faire Koh-Lanta ou quelque chose comme ça? David, c'est quoi la pièce que tu prends de ton vestiaire? De mon vestiaire? De ton vestiaire. Ah, que je possède. Donc là, c'est intéressant parce que j'ai pas tellement de vêtements. Ça fait plaisir. Non, parce que non, mais ça aurait pu être un vêtement d'une autre marque. Non, t'es moins con. C'est moins con que je pensais. On coupera. On coupera au montage. Vous couperez au montage. Moi, je pense que j'ai pas beaucoup de vêtements techniques, donc je pense que ce serait mon maillot de bain. J'ai un maillot de bain Derek Rose qui est très bien. Je sais pas. Très joli le rose à l'image en plus. C'est pas spécial. C'est Derek Rose et je sais pas vraiment s'il est très technique, etc. Ah, c'est la marque. Oui, Derek Rose. C'est ça. C'est le nom de la marque. D'accord. Qui n'est pas rose, qui est rouge et bleu, je crois. Et voilà. Sinon, j'ai un short de sport Décathlon. Je sais pas jusqu'où j'irai avec ça, probablement pas très loin, mais je l'aime bien. Il est stretch, il a des poches zippées, mais ce serait probablement des choses en bas. Mais j'ai pas beaucoup de pièces très techniques, très aventure dans mon vestiaire. Donc ce serait par défaut ça. Jérôme, toi qui n'es pas prêt à participer à Koh-Lanta, tu prends quoi quand même? C'est une vraie question, mais en fait, quand je regarde l'émission de temps en temps, je vois qu'au bout de 15 jours, ils ont des trous partout dans leurs vêtements, donc je prendrai rien de mon vestiaire parce que j'y tiens un petit peu à tous mes vêtements. Aucune pièce de ton vestiaire ne résisterait à Koh-Lanta? Je dirais pas que c'est des vêtements fragiles, mais j'ai pas envie de leur faire vivre ça en fait. Et le seul truc que je pourrais amener, c'est comme David, mon maillot de bain qui vient de chez Orlebar Brown et que j'ai jamais utilisé. Donc là, je me dis, hop, on y va, allons-y. Mais par contre, il coûte très cher à la base, mais il faut bien qu'il vive un petit peu, donc je prendrais ça. D'un autre côté, si tu l'as jamais porté, c'est l'occasion jamais. Quoi. Voilà. Brown, c'est pas la couleur, c'est la marque. Je sens un peu de moquerie. Jordan, qu'est-ce que tu prends? Et je réfléchis, mais j'arrive pas à trouver une réponse à cette question. Tu peux, Jordan, tu peux. Bon, continue à réfléchir. Je suis embêté. Non, mais je te laisse encore un peu de temps de réflexion, le temps que Nawel Nawel aussi, tu peux. Et Benoît répondent. Nawel, qu'est-ce que tu prends? Moi, j'ai vraiment le contraire d'un dressing avec des vêtements techniques dedans. Tu prends des petites robes d'été? Je suis en train de réfléchir. Non, alors par contre, quelque chose qui est très utile sur Koh-Lanta, c'est de se protéger du soleil. Et normalement, tu as le droit à prendre une casquette ou un chapeau. Donc, ce serait sûrement ça, parce que ça pourrait cacher mes cheveux mal coiffés à cause de l'eau et du sel. Parce qu'on n'a pas de brosse sur Koh-Lanta. Et je pense que je me soucierais beaucoup trop de mon apparence. Alors, je prendrais un couvre-chef. Et ce serait sûrement une casquette. Et ce serait la casquette Bonne Gueule que je viens d'acheter. Ah, forcément. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Très beaucoup, Nawel. Très belle casquette. Et donc, j'amènerai cette casquette sur Koh-Lanta pour cacher mes bas de Air Day. Voilà. Et être un peu corpo. Benoît, alors, la pièce. Toi, pour le coup, t'as ce qu'il faut. Ouais, non, ça, c'est pas un problème. Hein. Je pense que... j'hésite entre le pantalon Goruk, qui est vraiment bien pour le coup, pour Koh-Lanta, et un point que j'ai pas abordé dans l'article et que David m'a fait remarquer, c'est que j'ai pas parlé des sous-vêtements que je prendrais. Et il y a une marque que j'aime beaucoup qui fait des sous-vêtements un peu techniques pour l'aventure, qui s'appelle Ex Officio, qui font des sous-vêtements que je trouve, avec un fit que je trouve très bien, avec une matière très confortable et qui sèchent super vite parce qu'ils sont en espèce de mèche, qui sont top. C'est le sous-vêtement que je prends par défaut quand je sais pas, je dois prendre l'avion ou quand je pars pour une journée de sport. Donc ils sont très très bien, donc je prendrai ça. Très bien. Jordan? Je t'ai pas oublié, hein. C'est pas parce que t'es loin que... Hein. Jordan, c'est ton tour.
Je suis pas tellement plus avancé que tout à l'heure. Mais si, t'as Donc, bien je vais un jouer la truc. carte. Quand tu pars en mode baroudeur, tu prends quoi? Ah, mais Jordan, je sais ce que tu joue la pourrais carte. prendre. Ouais. Parce que Quoi il y a un mec une fois sur Koh-Lanta qui est venu avec des mocassins, vu que t'es un peu monsieur mocassin. Est-ce que tu mettrais une paire de mocassins sur Koh-Lanta? C'est pas très utile les mocassins. Ce serait très vite défoncé peut-être, mais au moins ça manquerait pas de panache. Mais sinon, je prends un accessoire et je prends, je sais pas, un foulard en coton pour protéger le cou des attaques en traître, pour protéger le cou des piqûres de moustiques ou pour se cacher le visage quand je ferai mes coups de. Mais les foulards sont fournis par la production parce que. Bah oui, parce que t'auras le bandana de ton équipe. Jaune ou rouge. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah d'accord, ok. Ah mince, j'avais pas. Bon, comme vous avez vu, je ne regarde pas l'émission. Et bah, une casquette ou un bob, un couvre-chef. Quoi. Ouais, un bob tirait très bien. On va sortir un joli bob bientôt, Benoît d'ailleurs. J'espère. En Paisley, c'est ça? Ouais. Comme la chemisette que vous avez vue il y a quelques temps. Très joli bob. Qui va pas à tout le monde, ok? Vous regarderez une vidéo récente de Twist. Je ne donnerai pas de nom, mais il est autour de cette table. Il s'est un peu moqué de moi tout à l'heure. Dernier sujet sur la chemise blanche. Comment porter la chemise blanche? La question peut sembler basique pour un basique, peut-être trop basique. Finalement, pas tant que ça. Surtout dès qu'il s'agit de sortir du côté formel de la chemise blanche. Jérôme a consacré un gimmick récemment en décryptant 4 looks inspirants pour la porter avec ce qu'il faut de décontraction, cette chemise blanche. Et dans son sujet, Jérôme explique ne jamais avoir eu de chemise blanche jusque récemment. Alors, sa première chemise blanche, il a bien choisi, puisqu'il a acheté une chemise bonne gueule. Ça, c'est quand même une excellente idée. Merci, Jérôme. Tu vas nous dire pourquoi tu n'avais jamais eu de chemise blanche jusqu'alors. C'est quand même étonnant, ça. Ah, bah attention. J'en ai quand même eu avant, mais ça faisait... Pas des vrais, quoi. Pas vraiment blanches. Non, puis ça faisait des années, en fait, que j'en avais plus du tout, parce que c'est très connoté pour moi, mais bon, alors après, chacun... Très connoté quoi? Trop formel, trop... Ouais, trop formel, trop... moi, ça me rappelle les trucs d'école, quand il faut être bien tout mignon, tout en blanc, etc. Donc non, c'était sorti complètement de moi. Et puis en plus, comme je sais pas si je vous l'avais raconté, mais en fait, avant, j'avais un uniforme dans mon précédent emploi, et en fait, il y avait aussi la chemise blanche qui... D'accord, donc c'est le côté formel, uniforme... Ouais. C'est ça. Elle était imposée, la chemise blanche, donc tu as voulu t'en détacher peut-être? Oui, mais paradoxalement, j'avais pas de problème avec le pantalon, la veste noire qui allait avec. Mais par contre, la chemise blanche me posait un souci. Et donc du coup, je n'avais pas réessayé depuis. Et puis alors, c'est vrai que j'ai une fâcheuse habitude de m'emparer de mes sujets, et donc j'aime bien acheter les trucs dont je parle en fait quand je les ai pas. Et donc moi, ce qui m'intéressait là-dedans, je voulais explorer l'Oxford blanc, que j'avais jamais testé. Et donc, j'ai pris notre chemise Jodoga. Et voilà, et c'était parti. Et t'en es heureux? Et j'en suis content, ouais, très bien. Alors après, je garantis pas que je vais la porter dans mon quotidien comme je fais avec mes habituels verts et bleus. Mais en tout cas, je suis content de l'avoir, et ça m'a ouvert d'autres voies. Et du coup, tu l'as porté dans quelles circonstances? Décontracté ou plutôt formel? Plutôt décontracté. Alors, vous verrez cet été, j'ai fait un look avec, pour un contexte particulier, mais je ne dévoile pas tout de suite l'histoire. Mais tu ne vends pas la mèche. Voilà, vous allez pouvoir découvrir un look avec. Une question à vous tous, vous avez des chemises blanches dans vos vestiaires? David, Jordan? Moi, j'en ai plusieurs. Oui, plusieurs. Oui, j'en ai plusieurs. Jordan? Oui, moi aussi, plusieurs, mais elles ne sont pas... j'ai pas de chemise blanche en popeline de coton, par exemple. J'ai de l'Oxford. Ça, j'adore, parce qu'on s'est apporté comme ça, comme si c'était un t-shirt, en fait, sorti du pantalon avec un jean 501. C'est parfait. Et puis sinon, j'ai une chemise... j'en ai plusieurs. J'ai une chemise popover aussi, dans un très aéré. Je crois que tu as plusieurs de tout, Jordan. Hein. Ben non, pas tant que ça. Mais, et j'ai aussi une chemisette en seersucker de chez ABCL qui est très bien. D'accord, donc, mais la chemise dans ce qu'on l'a décrit là, elle est plutôt décontractée que formelle. Est-ce que vous avez la même idée que Jérôme, que la chemise blanche, elle est formelle? Moi, non. Pas spécialement, en tout cas. Benoît a une chemise qu'on voit blanche, supposée blanche, pas très formelle. Je dirais que de moins en moins. Je pense que si on posait la question il y a peut-être 5 ans ou 10 ans,
la connotation de la chemise blanche formelle était plus forte, mais que l'image du vêtement a évolué. Et voilà, notamment grâce aux nouvelles matières. Donc Jordan parle de l'Oxford. De mon côté, je possède aussi, donc là, j'ai une chemise en coton lin. Donc du coup, l'aspect du lin apporte de la texture à la chemise et la rend un peu plus décontractée. En plus, c'est une chemise estivale, donc c'est une chemise légère, etc. Et j'ai aussi une chemise en chambray blanc. Et c'est très joli. Elle vient d'où déjà, celle-ci? Oui, De bonne facture. Ah oui. oui Et- d'ailleurs, Ouais. j'en profite pour dire, Benoît, ce serait bien qu'on en fasse une en chambray blanc, voilà, c'est tout. Mais le rendu ressemble un petit peu à un Oxford finalement. Ah non, celle Non, que j'ai. pas vraiment, et puis Oui, vas-y. dans le design, tu fais vraiment une chemise chambrée, ça peut être une western où tu mets des poches, tu vois, un peu cool. Je pensais justement à une chemise western blanche justement. Oui, et en chambray, ce serait très beau pour le coup. Ouais. Tu mets pas une popeline ou un Oxford, bref. Donc l'image de la chemise blanche a changé, on se la réapproprie, on se la réinterprète, et Jérôme le montre très bien dans sa vidéo, notamment avec Steve Calder qui porte la chemise blanche en Oxford par-dessus un t-shirt rayé, donc il la porte comme une surchemise, et ça c'est quelque chose qu'on n'aurait pas, en tout cas chez l'homme, qu'on n'aurait pas fait chez l'homme il y a 5 ans. Mais je peux comprendre aussi que l'image qu'on a de la chemise blanche, qui est plutôt habillée plutôt formelle, si on a l'habitude d'être habillé très décontracté, avec des t-shirts par exemple, une chemise blanche, même en Oxford, ça représente un niveau de formalisme plus élevé. Toute proportion gardée, mais un petit peu plus élevé quand même. Qu'est-ce qui vous plaît collectivement dans la chemise blanche? Benoît, qu'est-ce que tu aimes dans la chemise blanche? Le côté un peu immaculé et clean. J'ai accès à ça, et puis je sais pas, je trouve que ça apporte beaucoup de lumière à une tenue. C'est lumineux, oui. Nawel? Comme Benoît. Et je trouve que ça va avec tout, c'est très facile à porter. Et moi, c'est vraiment un des basiques de ma garde-robe. Quand je sais pas quoi mettre, je prends juste une chemise blanche, un blazer vintage, un jean et je suis habillée. Vous en portez souvent des chemises blanches? J'en vois pas beaucoup au bureau. Hein. Moi, pas tant que ça. J'ai 5 chemises blanches, mais qui correspondent presque plus à des occasions. J'ai notamment une chemise de smoking, qui est blanche. Donc là, pour le coup, c'est le bon exemple de la chemise blanche Formelle. formelle et Très formelle. très cérémoniale et très liée à un contexte. Mais même mes chemises blanches casuales, je les porte pas trop. Et j'ai réfléchi à ce pourquoi. C'est parce qu'en fait, actuellement, je travaille beaucoup de camailleux et je porte beaucoup de couleurs plus naturelles. Je porte des écrus, des beiges, des taupes, etc. Et donc, puisque le blanc, c'est une couleur un peu éclatante, ça rentre un petit peu moins dans ma démarche de style actuelle. Mais j'aime bien mes chemises blanches quand même et je les porte quand même. Et vous les portez à toutes occasions, du coup? Ça dépend lesquelles, mais pour moi, oui. Je laisse mes camarades répondre. Benoît, Moi pareil? aussi. Oui. À toutes les occasions. Parce que je dis ça d'autant plus que c'est. Je porte rarement des chemises blanches à des occasions habillées, vu que j'ai assez peu d'occasions habillées en fait. Donc si je porte Sinon, pas. tu porteras jamais de chemise blanche. Voilà, Très peu. exactement. Ouais. Donc il y a bien un moment, il faut en porter même si l'occasion n'est pas habillée. Pourquoi tu dis il faut en porter? Parce que. C'est la vie. Le blanc. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ah, c'est joli, j'aime bien. Le vrai blanc. Jordan, pareil, t'en portes en toute occasion? Oui, mais moi Mais- j'ai du mal à porter la chemise en popeline que je n'ai pas toute seule. La chemise blanche toute seule, je la prends justement avec une matière qui est un petit peu plus Texturé, qui c'est a ça? du caractère, qui peut faire des plis, etc. J'aime bien un peu tordre le cou à cette connotation de la chemise blanche en la portant de cette manière-là. Mais en revanche, si j'ai pas encore exploré la chemise vraiment clean avec un blazer par exemple, j'ai bien envie de le faire. Ça fait partie des choses que je voudrais faire. Ouais. Eh bien, on va terminer ce podcast par les 5 questions de lecteurs qui ont été sélectionnées par David. La première question est de Walid. Je n'arrive pas à fermer le bouton du haut de ma chemise, le col est trop serré. Que faire? Ah, je comprends parce que j'ai le même problème sur certaines chemises. Le problème vient du cou, du col. Ben, j'ai un cou peut-être un peu trop large par rapport à la carrure de certaines chemises. Donc, c'est quoi la solution? De réduire son cou? Ben, De soit mourir étouffé? soit il faut se résoudre à pas porter de cravate en disant bon voilà, ou Sauf soit qu'il y a des gens qui ferment le dernier bouton sans porter de cravate. ou alors là oui mais pour moi je pense qu'il parle du bouton vraiment sur le pied de colle. Donc soit ce bouton là si on peut pas le fermer, ben, il faut prendre plus grand, retoucher, essayer une marque où aujourd'hui il y a de la demi-mesure assez accessible, mais c'est pour ça que justement nous chez Bonne Gueule le tour de cou des chemises il est un tout petit peu plus large que la moyenne je crois, parce que pour que je puisse enfin fermer moi-même le bouton du col sur mes propres chemises.
Il y a une technique aussi qu'on peut utiliser qui ne résout pas tout, mais qui peut aider, c'est qu'en fait, on peut légèrement décaler le bouton. Donc, on le découd et on le recoud un tout petit peu plus proche du bord. On gagne pas beaucoup, on gagne 2 mm, 3 mm. Mais ça peut suffire. En fait, je dirais que si on peut pas fermer le bouton de base, ça suffit pas. Par contre, si on le ferme et qu'on est un peu serré, ces 3 mm, ils peuvent faire passer à... On peut fermer et ça va. Mais sinon, pour le reste, je suis d'accord. On finit pas tout rouge. Question de Théo, quelle couleur porter avec un gilet de costume beige? Tout. D'accord. Jordan? Une chemise blanche? Oui, alors déjà, une chemise blanche, ça c'est top. Beaucoup de questions se posent, hein, mais oui, on va y répondre. On a 2 heures devant nous. Ouais. non, mais ce gilet beige, c'est un gilet beige de costume porté seul. Pour moi, c'était plutôt ça. Oui, la question. C'est j'ai ce vêtement. Si c'est un gilet de costume. Et j'ai ce vêtement. Si c'est un gilet de costume avec un dos en soie, par exemple, je lui conseillerais de ne pas le porter seul. Plutôt le porter dans son ensemble avec un costume beige. Mais pourquoi tu le déconseilles? Parce que... c'est décorrélé c'est une pièce qui va pas seule en fait, tout bêtement, parce que trop formelle, parce que trop associé au costume, à la veste avec laquelle il est associé en théorie, c'est ça? Oui, puis ça va faire un faux artifice. On va vouloir jouer là-dessus pour se donner du style, alors que le style, c'est pas dans la surenchère d'éléments stylés, c'est plutôt dans la nature de ces éléments-là. Et du coup, ce gilet beige, il va être en trop partout, parce que le dos, si c'est vraiment un gilet de costume avec le dos brillant, voilà, c'est censé, en fait, c'est presque un sous-vêtement, en fait, ce dos-là. Puisqu'il est brillant, en fait, on n'est pas censé voir cette coulisse-là. C'est comme les bretelles, on n'est pas censé les voir. C'est une forme de doublure, en fait, ouais, exactement. Et du coup, ça... David n'est pas là, d'accord. Ouais. En fait, je comprends. Après, de mon côté, je crois qu'il y a des gens qui aiment bien porter le gilet seul. Moi, je vois pas trop d'inconvénients si la tenue qui est faite autour, elle est cohérente. En effet, le gilet brillant, c'est pas idéal. Après, on peut dire c'est derrière. Bon, ok. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me gênerait pas forcément. Je verrais plutôt le truc en mode ok, j'ai ce gilet, je veux faire une tenue. Autant que la tenue soit bien, il y aura le dos brillant. Mais bon, si la tenue est bien, je trouve que c'est acceptable. Et pour revenir aux couleurs, donc on a dit que le blanc, on validait. Le gilet, on évite. Blanc, bleu, vert, gris, marron. Tout. Noir, oui. Enfin, on peut noir aussi, ouais. Nawel, tu avais dit quoi comme couleur? J'avais dit bleu marine, mais maintenant que j'y pense, rose aussi, ça peut être pas mal. Rose et beige, c'est beau, non? Bon. Mais Christophe. Une chemise rose pâle. Voilà. Benoît? Une chemise bleue. Mais quel bleu? C'est plus bleu marine, bleu clair? Un bleu très clair, très pâle. Canard? Ouais, bleu clair. Moi, je verrais en effet une chemise claire en dessous, sans cravate, et un pantalon un petit peu habillé, bleu, vert. Donc plutôt une couleur claire. Au-dessus, je mets une couleur claire. Et bleu marine, plutôt pas, quoi. Non, parce que dans ma tête, j'imaginais une veste, en fait. Ah oui, aussi. Moi, j'étais pas... Vous savez, t'as pas écouté, en fait. Je ne suis qu'une femme, je n'arrive pas à imaginer les silhouettes d'hommes, je suis pas là. Tu n'es pas qu'une femme, tu es une femme. Jérôme, quelle couleur tu conseilles? J'aimais bien la proposition de Nawel avec le rose. Le marine? Non, avec le rose, parce que je l'ai testé hier, personne ne l'a vu, mais... je pense que c'est une très bonne idée. Quentin, peut-on porter des mocassins avec des chaussettes? S'ils ne sont pas visibles, oui. C'est un peu ça le truc, non? Le Jordan, même s'ils sont visibles, même si les chaussettes sont visibles, est-ce qu'on peut porter des mocassins quand même? On peut tout faire avec des mocassins. Chaussettes, pas de chaussettes, chaussettes invisibles. Koh-Lanta, tout quoi. Socket, on peut. On peut, socket, on peut... voilà. On va commencer par ce qu'on peut pas faire. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? On peut tout faire. Je dirais peut-être que la question qui se pose, c'est la couleur des chaussettes. Faut qu'il la pose. Alors Quentin. Quentin, voyons, si c'est la question de la couleur, la réponse sans risque, c'est de se dire, eh bien, on prend une couleur qui est dans le prolongement de celle des mocassins, ou légèrement plus foncée ou légèrement plus claire. Et sinon, pareil, même réflexion avec le pantalon. Très bien, je crois que c'est bien. C'est ça, en fait, moi j'ai réfléchi un peu à la question des couleurs et je voyais plusieurs cas. Il y avait un cas où si on a un pantalon sombre, on prend des chaussettes de la couleur du pantalon.
Donc c'est bleu marine et gris foncé typiquement. Ensuite j'avais le cas de la chaussette blanche qui pour moi fonctionne pour un côté un peu plus Ivy. Donc ça c'était le deuxième cas. Et le troisième cas, en fait, je pensais, moi je le disais comme ça, c'est une couleur de transition entre les mocassins et le pantalon. J'avais en tête un pantalon vert avec des mocassins marrons et donc des chaussettes beige ou sable. C'est l'exemple que j'avais en tête. Personnellement, je trouve que c'est très intéressant comme question parce que ça laisse sous-entendre que le mocassin, on peut le porter qu'en été. Et c'est pas vrai. Honnêtement, on peut le porter toute l'année. Et moi, je dirais même que je le porte presque principalement qu'avec des chaussettes, quoi. C'est la version chaussettes invisibles, pour moi, c'est rarissime. Parce qu'en plus, il y a tout Et comment tu choisis tes chaussettes alors ? Quelle couleur ? En fonction de la Quelle couleur, matière ? en fonction de la couleur, comme l'ont dit les gars, quoi, avec l'accord chaussures-pantalon, quoi. Et c'est nettement plus agréable parce qu'en plus, il faut quand même le rappeler, mais quand on porte des chaussettes invisibles avec des mocassins en cuir, on peut avoir des problèmes de pied. Ça peut être très douloureux. Et savoir que Jérôme regarde Nawel en souriant parce que Nawel a des ampoules aujourd'hui, donc il est de mauvaise humeur depuis ce matin. Je suis pas de mauvaise humeur, c'est que je porte des mocassins sans chaussettes, que je ne peux plus. J'ai les pieds en sang et David m'a fait fallait mettre des chaussettes et j'ai répondu mais je pouvais. Voilà. Bref, je t'ai coupé, Jérôme. Et puis t'as un peu de mauvaise humeur quand même. T'as pas de chaussettes du coup, Nawel ? Je souffre. Et elle souffre, mais pas en silence. Adrien, conseillez-vous l'achat de costumes en seconde main ? Oui, clairement, même chez Starter Alice, ça se fait, c'est assez courant d'acheter du costume en seconde main. Qu'est-ce qu'il faut regarder du coup ? La taille devant. Mais ça, c'est un peu la base. Non, mais voir s'il a été la marque, voir s'il a été retouché. C'est ça pour moi. La composition. Le plus important, c'est de voir s'il y a des retouches qui ont été faites et notamment des retouches de longueur. Parce que si le costume. Comment on le voit ? Il faut demander. Ouais. Ou normalement c'est indiqué. Alors ça dépend en effet, ça dépend le costume. Si mais c'est pas indiqué. Il faut le demander. Mais si le gars sait pas. Est-ce qu'il y a un moyen de voir ? Il faut demander, c'est les mesures qu'il faut demander. Je pense qu'on peut pas vraiment le savoir si on n'a pas d'indication. Mais en effet, pour moi, il y a des sujets qui sont importants, c'est la longueur de manche et la longueur du pantalon. Si on est plutôt grand, qu'on achète un costume qui théoriquement nous allait, mais que la personne avant nous l'a fait retoucher de 5 cm ou de 10 cm, il va plus nous aller. Et voilà, pour moi, c'est le principal point. Et il y a le deuxième point aussi que je mentionnerais dans le cas du costume, c'est le style du costume, ou plutôt la construction. Je sais que dans les costumes de seconde main, il y a beaucoup de costumes un peu vintage, et c'est des costumes qui sont assez épaulés, qui sont assez carrés aux épaules, et ça correspond pas vraiment aux standards actuels, à ce qu'on a l'habitude de voir et à ce qu'on a l'habitude de porter actuellement, aujourd'hui. Et ça peut faire un peu bizarre, en fait, de se retrouver avec un costume rétro qui nous va, mais dont l'allure est un peu bizarre parce que ça nous fait des épaules un peu plus carrées que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je dirais que c'est ces deux points-là, les épaules et les longueurs, si je devais résumer. T'es d'accord, Jordan, la seconde main en costume, ça joue ? Oui, d'ailleurs, on peut aller sur le site Vulpilist, VULPILIST, qui a le mérite d'être en France et qui est assez précis. Et donc, je pense que c'est une bonne entrée si on veut s'y essayer. D'accord, très bien. Et une dernière question de Marco. Quelle est l'histoire de la pochette de costume ? J'ai oublié de regarder avant le podcast, mais j'ai regardé il y a quelques semaines. Et je crois que ça date du XVIIIe siècle. Et en fait, la question qu'on nous avait posée à la base, c'est est-ce que, historiquement, la pochette a une utilité ? Et donc, de ce que j'avais trouvé, c'est qu'à un moment, la pochette, elle avait été utilisée en tant que mouchoir, mais que très rapidement ça s'était arrêté et qu'elle a très vite acquis le statut d'accessoire décoratif qui est là pour être joli, quoi. Et voilà, mais je me sens plus exactement de la temporalité. Je crois que c'était deuxième partie du XVIIIe siècle de mémoire. D'accord. David a tout dit. Jordan, tu en sais un peu plus sur la pochette de costume qui pourrait abonder ? Non, pas du tout. Eh bien, écoutez... T'as pas googlé en scred le temps que David y réponde ? Si, mais j'ai le téléphone dans une main et du coup... David a raison, là, je suis en train de faire une recherche rapide. Effectivement, à la base, c'était un mouchoir, et ça remonte à l'Antiquité. Et il est devenu un objet décoratif dans la foulée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'imagine pas beaucoup se moucher dans sa pochette de costume. Ouais, tout à fait. Et moi, c'était ça que j'avais regardé. Et si vous voyez quelqu'un le faire, vous le regardez d'un œil un peu étrange. Et malgré ce que disent les films, ce n'est pas que pour donner à une demoiselle en détresse qui pleure. Voilà. Qu'on voit à longueur de temps. Ça va être le mot de la fin. Merci David d'avoir recherché l'histoire sur la pochette de costume avant le podcast. Oui. Je te félicite, tu seras pas sanctionné. Merci à vous pour votre écoute, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. On y répondra lors du prochain podcast qui sera en septembre. On va faire une petite pause cet été. Je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui auront l'opportunité d'avoir des vacances. Un bel été néanmoins à vous tous. Merci encore d'être présents.
Rendez-vous en septembre. Bye bye. Merci à vous. Salut. Salut. Les fleurs, les rayures, les pois, le léopard, les carreaux, et toi tu les détestes tous. Sans exception d'ailleurs. En fait, la mode au cinéma, c'est comme un livre d'histoire. En fait, on regarde un vieux film, hop, on voit comment les gens s'habillaient. Donc, comment je dis qu'on arrête